sportifs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous recevez. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans le 12e arrondissement. Eh bien, l'athlète qui nous reçoit aujourd'hui, c'est bien Richard Diawara, un athlète de haut niveau qui mouille le maillot pour le Mali. Sur le starting block, nous avons Concept Media, Mapa Production et Aminmo Agency. Installez-vous confortablement et attention, pas de faux départ. Ça va Richard? On dit quoi? Ça va. Les activités. Merci. Merci. Ça va? Les activités, ça se passe comment? Tout se passe bien. Avec le froid? Ouais, là il fait quand même froid. Ouais. J'étais en stage là et je suis revenu, j'ai perdu 20 degrés, donc c'est un peu compliqué, mais on s'adapte. C'est vrai. Merci de nous accueillir chez toi. Alors, je te laisse le soin de te présenter à nos téléspectateurs. Alors, bonjour à tous, je suis Richard Diawara, je suis sportif de niveau en athlétisme, j'ai 29 ans, bientôt 30. Ça fait depuis 2022 que je représente le Mali à l'échelle internationale sur l'épreuve du 110 mètres haies et du 60 mètres haies. C'est deux épreuves à barrières. Du coup, il y a 10 barrières sur le 110 et il y en a 5 sur le 60 haies. C'est une épreuve très technique, mais ça reste du sprint. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est que de la technique. Effectivement, oui, mais c'est surtout une épreuve de sprint. Tu as commencé cette discipline étant jeune. Comment c'est arrivé? On sait bien que la maman a joué un grand rôle. Exactement, oui. Jeune, bon, pour l'athlétisme, c'est pas tard parce qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. Mais j'ai commencé, j'avais 17 ans à peu près. Et oui, comme vous le savez déjà, c'est ma mère qui m'a poussé à le faire. Et du coup, en fait, j'avais mon oncle qui est son grand frère qui en faisait. Et dans mon attitude, j'avais à peu près le même comportement que lui. Et elle m'a poussé à le faire pour pouvoir me canaliser. Mais avant ça, de base, moi, je jouais plutôt au foot. Et du coup, quand j'ai commencé le premier entraînement, j'ai vraiment aimé le contact avec mon premier coach qui m'a formé. Et j'ai plus jamais voulu repartir, quitter les pistes. Et de base, c'était juste pour du sprint. Et il m'a fait tester les haies à un entraînement parce qu'on avait besoin pour une compétition. J'avais très peur, j'avais la boule au ventre pendant des jours. Et au final, ça s'est super bien passé, pardon. Et j'ai eu vraiment un sentiment d'évolution à chaque entraînement. Et du coup, ça m'a permis de vraiment aimer la discipline et j'ai jamais voulu changer de discipline depuis ce jour-là. À la base, c'était le football. Ça a changé vraiment. Comment ça s'est passé? Alors, donc j'étais bon dans tous les sports déjà à l'école. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, ça s'appelle l'UNSS à l'école, donc c'est le sport scolaire. Du coup, moi, je le faisais pour dépanner mon école, donc quand il y avait besoin. Et donc, j'avais battu les records de mon collège, donc sur la longueur et sur d'autres disciplines. Et ça m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et donc, j'en ai parlé à ma mère quand même. Donc, je faisais ça vraiment au collège. Et c'est en arrivant au lycée, en fait, qu'il y avait une compétition. Et avec des amis, on s'est dit, bon, on va voir qui est le plus fort. Et moi, en fait, j'avais gagné la compétition, mais avec des chaussures de ville, en Converse. Donc tout le monde avait rigolé. Et il y avait un garçon à l'époque qui m'avait proposé de venir faire des tests d'athlé, parce que j'avais eu droit à une licence gratuite. Et en fait, comme je l'ai dit plus tôt, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu rester. Et on était de base 3 à être partis s'entraîner. Et au final, j'étais le seul qui suis resté sur les pistes. Tu es resté. Quel a été le parcours? Alors du coup, j'ai commencé donc ma première année sur les haies, au bout de quelques mois. D'abord, je faisais des compétitions régionales et je suis parti en sport-études l'année d'après parce que je voulais vraiment m'entraîner un peu plus et être dans un cadre. Donc j'étais interné, etc. Donc j'étais à Amiens pendant 2 ans. Donc là, je suis arrivé avec le coach vraiment qui m'a tout inculqué sur les haies.
qui est décédé d'ailleurs, paix à son âme. Et à partir de ce moment-là, dès ma première année, j'ai fait mes premiers championnats de France. C'était en quelle année? Oula, ça remonte, je ne sais même plus si j'ai la date encore en tête. 17, 18, non, c'était bien avant, c'était 2012 à peu près. D'accord. Ouais. Et en fait, chaque année, je me retrouvais au championnat de France et chaque année, je progressais. J'ai beaucoup bougé. J'ai été un moment sur l'île. J'ai été en Normandie aussi. Et j'ai atteint vraiment certaines performances quand je suis revenu sur Paris, en région parisienne. Et là, c'est vraiment depuis 2022 que j'ai atteint, entre guillemets, le niveau dont j'ai toujours rêvé et qui est maintenant un objectif, qui est plus un rêve, mais plutôt un objectif maintenant. Et c'est quoi ce niveau? C'est vraiment le niveau international. Donc faire des finales, des demi-finales, passer les tours en championnat. Pour moi, c'était quelque chose que je regardais que à la télé. Et maintenant, je me retrouve à être à la télé justement et à être observé par des plus jeunes ou même ma famille qui me regarde. Sur les pistes internationales également, tu mouilles le maillot pour le Mali. Comment c'est arrivé le contact? Parce qu'on sait aussi que tu es franco-malien. Du côté de ton papa, tu es malien. Et du côté de la maman, congolaise. Oui, ma maman est congolaise. Et en fait, comment ça s'est fait avec le Mali, c'est que j'ai fait champion de France il y a 6 ans, c'était en 2019, champion de France national sur 60 mètres haies. Et mon nom de famille, on sait tout de suite que c'est un nom de famille malien, donc il y a eu une enquête sur moi un peu, donc c'est notre DTN. Donc Yatara donc mon joueur lui d'ailleurs, qui a insisté. Donc moi j'étais un peu réticent au début. Et au final, les choses ont fait que ça s'est bien passé. Et on va dire que ce qui m'arrive aujourd'hui, je le dois à cette personne-là, parce que elle m'a permis d'ouvrir les choses sur pas mal de choses. Un petit clin d'œil à Yat alors, DTN actuellement de la Fédération malienne d'athlétisme. Alors avec le Mali, c'est quoi le parcours? Tu as participé à des compétitions? Comment ça s'est passé? Ouais, donc ma première expérience, c'était les championnats du monde à Belgrade en 2022. Donc ça a été vraiment révélateur pour moi sur mes capacités physiques, parce que j'ai fait ma première sélection, mais j'étais pas dans dans mon meilleur niveau, dans mon meilleur état de forme, même si je fais mon meilleur chrono de la saison à cette sélection-là. Mais au final, ça m'a permis de découvrir quelque chose, donc le monde de l'athlétisme au niveau international, en dehors des écrans. Et après, j'ai fait les championnats du monde à Eugene, donc aux États-Unis, dans l'Oregon, pareil l'été, sur 110 mètres haies. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic de me dire qu'il fallait que je trouve une solution si je voulais vraiment vivre ce genre d'expérience, et en montrant mon niveau au plus haut avec le maillot, avec les couleurs du pays. Et donc du coup, j'ai pris la décision à ce moment-là de changer de coach. Et c'est à ce moment-là que tout s'est accéléré. Du coup, l'année d'après, j'avais un niveau qui avait descendu. Et en fait, l'année qui a suivi, avec mon nouveau coach, j'ai fait les Jeux de la francophonie. Et à ce moment-là, j'ai fait 3e aux Jeux de la francophonie. Au Congo aussi? Oui, c'était à Kinshasa. Ouais. Okay. C'était à Kinshasa où j'ai fait 3e. Je me suis retrouvé au championnat du monde quelques semaines après, où je rate les demi-finales à rien du tout, mais je bats mon record là-bas. Et donc, comparé à mes premières sélections, c'était un tout autre niveau, pardon. Et du coup, l'année dernière, en 2024, l'année olympique où j'étais encore plus motivé, bon, j'ai eu une petite blessure, mais j'ai quand même pu, le Mali m'a fait confiance, j'ai quand même pu me retrouver au championnat du monde en salle à Glasgow, en Écosse. Et je suis passé en demi-finale. Donc c'était un gros exploit, vu les conditions dans lesquelles j'étais. Donc je me suis retrouvé en demi-finale au championnat du monde. Et puis voilà. Et c'est quoi ton record? Mon record, alors sur 60 mètres haies, c'est 7,78. Donc c'est un record national. Et sur le 110 mètres haies, c'est 13,68. Sur la question, c'est quoi l'objectif alors? Alors là, l'objectif, c'est de mettre le record du Mali le plus haut possible. Et qu'il ne soit pas battu. Après, bon, le but, un record, c'est fait pour être battu. Donc moi, le but, c'est vraiment de courir le plus vite possible. Je me mets plus de barrière chronométrique. C'est vraiment avoir un chrono très haut. Et puis voilà, c'est le principal pour moi. Athlète de haut niveau, souvent, c'est des bobos et des petites blessures. Est-ce que tu as eu des difficultés en la matière?
Oui, exactement. Bah, justement, l'année dernière, comme je le disais, c'était une année olympique et j'ai souffert d'une pubalgie tout au long de ma saison. Alors j'étais vraiment dans une très bonne préparation. Du coup, ça a été très compliqué pour moi de pouvoir compétir. Je suis passé à côté de pas mal de compétitions. Donc j'ai raté aussi ma qualification pour les Jeux, alors que c'était vraiment mon objectif ultime. Mais là, j'en guéris, je vais beaucoup mieux. Et cette année, bah, c'est les championnats du monde en Chine qui vont avoir lieu fin mars et les championnats du monde à Tokyo en septembre. Est-ce que tu prépares déjà les différentes compétitions ou sinon comment ça se passe? Tu as un accompagnement ou... Explique-moi. Bah déjà pour ma préparation, oui, je suis bien entouré. Après au niveau de l'accompagnement, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire en fait, j'ai pas d'aide. Donc là, j'essaie de voir avec la fédération comment on peut trouver une solution pour ça. L'année dernière, j'ai dû faire une cagnotte pour pouvoir subvenir à mes besoins. Après voilà, je sais que c'est un sport qui est assez qui est pas riche, c'est pas comme le football, donc c'est toujours un peu très délicat de pouvoir aider tous les athlètes. Tes besoins, c'est-à-dire le coach, les kinés, un peu tout. Exactement, ouais, donc ce serait tout ce qui est donc les soins, donc en cas de blessure et même pour les soins dont j'ai besoin toutes les semaines. Et donc le coach, effectivement, oui, parce qu'il est là tous les jours. Donc je m'entraîne 4 heures par jour. Donc il prend son temps pour nous, donc c'est important. Et aussi les déplacements en compétition, tout simplement sur les différents meetings. Quand c'est pour les championnats en général, ça c'est plutôt bien géré. Mais c'est plus pour mes déplacements et puis surtout pour mes stages aussi. Mes stages. Est-ce que moi, par rapport à l'accompagnement, est-ce que c'est que la fédération ou sinon il y a le comité olympique, le ministère, comment ça se passe? Bah, à vrai dire, oui, il y a aussi le ministère parce que, plutôt je dirais le CIO, il propose des bourses olympiques. Donc je suis dans des démarches pour pouvoir faire une demande, donc je suis dans l'attente d'une olympique, donc mon but ce serait d'en obtenir une et ça m'allégerait quand même sur pas mal de frais parce que je suis obligé c'est mon train de vie, mais moi je dois travailler. Donc je travaille le matin pour pouvoir payer tous mes besoins en fait concernant mon sport déjà. Après pour moi, pour ma vie privée, donc tout ce qui va être loyer, etc. Mais voilà, donc je suis obligé de travailler, sinon j'ai mon club qui m'aide quand même, mon club en France qui m'aide, mais c'est pas suffisant sur l'année, j'ai pas grand chose. Alors Richard, c'est quoi ton plus beau souvenir pour le moment, parce que tu es jeune encore? Honnêtement, mon plus beau souvenir, c'est ma médaille aux Jeux de la Francophonie. Franchement, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content parce que, en plus, on était plusieurs à avoir une médaille aussi pour l'équipe malienne. Donc c'était vraiment cool. Et il y avait une bonne ambiance en plus. Donc j'étais vraiment très fier. Et derrière, après, c'était en fait l'enchaînement avec les championnats du monde. Ça a été vraiment une belle... En gros, ça m'a permis de savoir pourquoi je faisais tout ça en fait. Et le plus mauvais? Plus mauvais, je dirais que c'était les championnats d'Afrique au Cameroun. Je pense qu'on est beaucoup à se plaindre de cette compétition. C'était au niveau de l'organisation, sur plein de points. Donc c'était c'était pas bon du tout comme organisation. Après, sinon. En soi, moi, je retiens que le positif. Très bien. Richard, tu mouilles le maillot pour le Mali. C'est quoi ton regard sur l'athlétisme malien? Pour moi, il y a beaucoup de talent. Il y en a même beaucoup en France. Donc après, on essaie de voir pour essayer d'en recruter pas mal. Donc je pense qu'il y a un bon avenir. Après, il faut juste que les gens y croient en eux. Les athlètes croient en eux, que ce soit hommes ou femmes. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a plein d'opportunités de se motiver. Donc je pense qu'on peut mettre le Mali au plus haut avec l'athlétisme. Et pourquoi avoir choisi le Mali? Tu l'as dit tout de suite que c'est grâce à Yat, mais personnellement, pourquoi ce choix? J'ai eu un peu la pression de mon père. Mais je dirais que en fait, c'est surtout que j'ai aimé, c'est grâce à lui certes, mais déjà moi je suis malien, donc ça me permet aussi de vraiment me connecter avec mes racines, parce que comme moi je suis en France, donc je suis quand même moins connecté, même si voilà, j'ai quand même été en partie éduqué par mon père,
enfin ma famille, etc. Donc je connais la culture, mais c'est encore pour plus vraiment me connecter. Mais c'est surtout que j'ai vraiment apprécié la démarche qui a été faite pour moi et ça a été sain. Donc du coup, c'est ça que j'ai vraiment apprécié, qui m'a vraiment poussé à le faire. Ça a été quand même une longue réflexion, mais c'est vraiment pour ça aussi que j'ai accepté. Ouais. Est-ce que cette discipline nourrit son homme? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça m'a énormément changé. Enfin, changé, je dirais pas, ça m'a amélioré sur plein d'axes. Ça m'a responsabilisé, ça m'a permis aussi de toujours y croire aussi. Parce que nous, on s'entraîne dans des conditions assez compliquées, donc on est tout le temps dans le froid, etc. Donc ça forge en fait. Dans le froid, justement, tu es au niveau de l'INSEP, parce qu'on sait que l'INSEP, c'est pas du tout facile. Ouais, c'est un peu compliqué, oui, sachant que l'accès est très compliqué. Moi, je m'entraîne avec un groupe avec que des athlètes internationaux. Il y en a un qui a fait finaliste aux Jeux Olympiques, un autre qui est 3e au championnat du monde, qui a fait des médailles aux Europes, un autre qui a fait demi-finaliste, et il y a moi qui a fait quelques sélections. Et ils n'ont pas accès à l'INSEP. On va dire que moi, ça peut se comprendre parce que voilà, je suis considéré comme athlète étranger, mais pour eux, ils sont obligés de payer. Donc on est obligé de payer. Donc en fait, ils sont dans les mêmes conditions que moi en fait. Donc là, cette année, heureusement, on commence à avoir des accès, mais on est obligé de payer quand même. Mais au moins, on est au chaud pour certaines séances. Mais la plupart du temps, on s'entraîne sous moins 2 degrés. Donc c'est justement des risques de blessures. Donc c'est un peu, c'est un peu un problème. Parce que pour des athlètes de notre calibre, c'est, je dirais un peu contraignant. Et Richard, entre les haies et la caméra, il y a qu'un saut. On enchaîne avec la partie After Sport. Bienvenue dans la partie After Sport. Et ici, on va parler d'un peu de tout parce qu'on sait très bien qu'en marge des terrains ou sinon des pistes d'athlétisme, Richard fait autre chose. Richard, je sais que tu as une passion pour la photographie ou sinon la caméra. Comment c'est arrivé? C'est quoi le lien en fait? Alors, je pense que j'ai toujours aimé ça. Que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, parce que dans la famille de mon père, mon père dit que je tiens ça de mon grand-père parce qu'ils aimaient beaucoup faire de la photo, mes grands-parents. Et du côté de ma mère, c'est la même chose. J'ai toujours aimé ça, honnêtement, même ma mère m'a toujours poussé à le faire. Et mon père m'a toujours filmé quand j'étais petit, etc. Donc c'est à peu près dans la même période que j'ai commencé l'athlétisme. Mais ce qui m'a vraiment poussé à me mettre dedans à fond, donc c'était du coup l'athlétisme. Donc c'est pour ça que ces deux choses ont un lien. En fait, j'étais confronté à une situation où mon coach avait été muté quand j'étais sur l'île, donc j'ai dû me retrouver tout seul. Donc je savais déjà un peu monter, j'aimais déjà filmer. Mais c'est à ce moment-là, je me suis dit tiens, je vais commencer à me filmer un peu à l'entraînement. Donc j'ai commencé d'abord par des montages vidéo sur mes entraînements, sur mes séances. Et après j'ai commencé à faire quelques scénarios. Donc on me filmait un peu en marchant, en sortant de chez moi, etc. Donc c'était un peu marrant. Je créais un peu comme on appelle ça, des lifestyles. Et ce qui s'est passé, c'est que avec mon premier job, je me suis acheté ma première caméra. Et c'était quoi ce job? Chez Nike? Ouais, je travaillais chez Nike, ouais, exactement. Ouais. Je travaillais chez Nike pendant 5 ans. Donc j'étais vendeur là-bas, donc pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc il fallait bien un petit job. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et au bout de 5 ans, j'ai une boîte, donc un magasin qui m'a proposé d'être dans leur équipe média, donc autour de la chaussure, de la basket, parce que c'est une de mes passions aussi. Et du coup, j'ai accepté directement. Et donc depuis 2022, je vis de mes deux passions. D'accord. Et sur la question, c'est quoi l'objectif? Donc, pour une reconversion dans l'avenir là sur la photographie ou sinon comment? On va dire que la chance que j'ai, contrairement à pas mal d'athlètes, c'est que moi tout est déjà prêt. Vu que je sais que quoi qu'il arrive, si j'arrête l'athlétisme, je vais pouvoir continuer ma pratique au niveau de la création de contenu, donc tout ce qui est photo et vidéo. L'avantage c'est que j'aurai plus la contrainte du sport, donc je pourrai plus me développer sur cette profession-là. Donc moi, mon but derrière, ce serait d'avoir mon équipe et d'ouvrir ma propre boîte et de développer déjà l'athlétisme, donc sur l'aspect visuel, donc proposer des formats cinématographiques et faire des documentaires, ce genre de choses. Et après aussi faire des expos aussi, plus d'expos. Voilà. Hein. Est-ce que tu as eu à suivre des formations sur la photographie ou sinon? Non, du tout. Je suis 100% autodidacte.
Après, bien évidemment, j'ai eu des coups de pouce d'amis, de personnes qui étaient déjà dans le milieu. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai tout appris tout seul. Donc maintenant, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Après, j'ai beaucoup appuyé sur plein de boutons, j'ai testé des choses. J'ai passé des nuits blanches aussi à apprendre certaines choses. Maintenant, c'est devenu un automatisme pour moi. Sport et études, qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi, les études, c'est super important. On va dire que moi, personnellement, pour ma part, j'aimais pas trop les études. Tu as fait quoi comme formation? Moi, j'ai eu un bac en marketing. Après, j'ai continué jusqu'en BTS. Mais j'ai voulu arrêter parce que je me rendais compte que j'étais mieux sur... Enfin, la théorie ne m'intéressait pas trop. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu ennuyant. Ça dépend des personnes. Il faut juste trouver sa voie, en fait. Et du coup, ce qui a été ma voie, donc, ça a été vraiment tout ce qui était vidéo. Donc, ça m'a permis donc, direct de basculer. J'ai d'abord travaillé. Je n'ai pas voulu arrêter et rien faire. J'ai vraiment voulu travailler d'abord, investir sur moi, acheter du matériel et documenter pas mal de bouquins et tout. Et puis voilà. Mais par contre, les études, c'est super important. Ouais. Si tu as un conseil à donner aux jeunes? Alors, sur sport et études, parce qu'après le sport, il y a la reconversion. Exactement, oui. Oui, par contre, oui, ça, pour moi, c'est super important de savoir ce qu'on veut faire après le sport, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font cette erreur-là et qui ne savent pas trop quoi faire après et qui se retrouvent vraiment en galère. Donc moi, le seul conseil, c'est, même pendant leur carrière, de pouvoir regarder qu'est-ce qu'ils aiment. Parce que pas mal de gens pensent qu'ils aiment rien à part le sport, alors que non. Parfois, par exemple, moi, c'est tout ce qui touche à l'art. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être même le marketing. Beaucoup de gens vont dans le marketing, mais ça peut être dans la comptabilité ou d'autres. Ou même, ils peuvent même devenir coach ou autre. Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on veut faire après. Parce que c'est ça le plus dur. Parce qu'une fois qu'on arrête, que tout s'arrête, il y a un truc qu'on appelle, nous dans notre groupe, ça s'appelle la petite mort. Et ça, c'est très dur. Et moi, je sais que, honnêtement, je ne pense pas la vivre, ou du moins, ça va durer peut-être quelques mois, mais je sais que j'aurai beaucoup de choses à faire après ma carrière d'athlète. Richard Diawara, si tu as un conseil ou sinon quelque chose à dire au public sportif malien? Déjà de me suivre, mais de suivre déjà tous les athlètes qui sont issus de la diaspora. Parce qu'il y a pas mal d'athlètes qui veulent représenter le Mali. Et aussi, surtout, les athlètes qui sont au Mali, de continuer, que moi je les booste à 100% et qu'on va se voir très vite. Parce que mon but c'est de venir, parce que je veux les rencontrer et je veux qu'on puisse échanger et puis surtout les motiver. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un athlète de haut niveau? Alors pour être un athlète de haut niveau, déjà il faut être très patient. Ça, c'est le conseil que je donnerais parce que c'est beaucoup de patience. Moi, il m'a fallu quasiment 10 ans pour arriver à ce niveau-là. Il y en a, pour d'autres, ça arrive très vite. Il faut être très patient, il faut être rigoureux. Faut pas regarder les autres. C'est ce que je pourrais dire. Et faut faire confiance au coach aussi. Après, c'est normal de se questionner, mais je pense qu'il faut faire confiance au coach. Se renseigner, pas trop, parce que sinon ça donne des mauvaises idées dans la tête. Mais je dirais qu'il faut être patient. Ce sera vraiment le maître mot que je donnerais. Richard Diawara, merci. Mali Public Sportif. Alors là, je vais répondre en français, même si j'ai compris. Du coup, déjà, je vais remercier la fédération. Et déjà, merci à vous déjà de m'avoir invité. Ça fait plaisir de pouvoir échanger. Donc, et puis remercier déjà toute ma famille qui me soutient tous les jours. Mon groupe d'entraînement, qui est ma deuxième famille, donc avec qui je m'entraîne tous les jours. Et donc la fédération, comme je l'ai dit plus tôt, qui croit en moi depuis un moment déjà. Et au peuple malien, tout simplement. De Paris, nous, on va directement aux États-Unis pour aller voir une de nos basketteuses également. Il s'agit bien de Worokia Doumbia qui mouille également le maillot pour le Mali. Northwestern State, Tristan Washington drives. Doumbia knocks it all the way into the Gucci seats. Oh my goodness. Hi, I'm Worokia Doumbia. I play basketball for the national team, and I also played college ball. I played D1 at USC, also at Purdue. Netoro Worokia Doumbia, basketteuse internationale du Mali, et aussi j'ai joué ici à niveau collège à Purdue et puis USC. Au début, j'avais une amie qui s'appelait Omundao. Elle allait au terrain tous les soirs après l'école.
Je la voyais tout le temps. Je me suis dit, hey, ben, genre, toi, tu fais quoi? Elle m'a dit, je joue au basket. Donc, j'ai dit, je veux aller voir. Je suis allé au terrain un vendredi et j'ai regardé le basket. Tout d'un coup, j'ai aimé le sport. Je suis tombée amoureuse du sport. Donc, je suis revenue le samedi. Et j'étais en train de prendre rebond pour les seniors qui jouaient avec l'AS Commune 6. C'était en 2011-2012, je pense. Il y a une dame qui s'appelait Tata, communément appelée Fanga. Elle m'a dit, hey, tu veux jouer au basket? J'ai dit, bien sûr, j'aime bien le sport. Et elle m'a dit, bah, il faut venir le samedi prochain. Il y a l'encadreur des jeunes qui s'appelle Zulu Kalilou Boire. Tu vas aller le voir et puis tu vas lui dire que tu es ma nièce. J'étais tellement contente. Je suis allée à la maison. J'ai dit aux parents, j'ai dit, hey, je veux jouer au basket. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait prendre l'inscription et tout en charge. Les parents ont dit non. J'ai dit, bah, pourquoi non? Et ils ont dit, bah, nous, on n'est pas allés à l'école et on veut que toi, tu ailles à l'école pour prendre soin de nous dans le futur. J'ai dit, mais je peux faire les deux. Mais ils ont dit, généralement, ce n'est pas le cas ici. Tu ne peux pas aller à l'école et puis jouer au sport. C'est en quelque chose, tu vas être distrait, au fait. Tu ne peux pas le faire les deux. Et j'ai dit, non, je peux le faire. Mais ils ne m'ont pas cru. Donc j'ai dû aller chercher les grands-pères, les grandes-mères pour venir leur parler, mais avec tout ça, ils ont dit non. Du coup, j'ai dû venir avec un plan. Et l'EPS à l'école, c'était tous les mercredis. Donc je les ai dit là aujourd'hui, on nous a dit à l'école que l'EPS, c'est tous les jours maintenant. Donc je vais devoir aller à l'école après les cours. Je vais devoir aller avec eux pour l'EPS. Et j'étais en DF. Donc j'ai dit, il faut la préparation pour le DF encore. Donc là, ils n'ont pas cru, mais ils m'ont dit, ok, si c'est l'école, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'ai pris l'une de mes jeans, j'ai coupé et puis je suis allée au terrain. Je suis allée voir le coach et il m'a bien accueilli. Donc c'est comme ça que je suis venue dans le monde du basket. Les parents, pendant à peu près 1 an, n'étaient pas vraiment sportifs. Ils n'étaient pas en faveur. La daronne, elle sait parce que avec les mamans, genre, tu es toujours avec eux, tu prépares à la maison, tu vas au marché avec eux. Donc, du coup, elle savait qu'il y a quelque chose. Mais vu que je lui ai dit que c'est l'école, elle n'a vraiment pas dit grand-chose. Mais le daron, lui, il ne voulait pas que je sois dehors à partir de 18h parce qu'il y a les garçons là-bas, les filles vont au terrain pour aller jouer, c'est pas juste pour le basket, c'est pour les garçons et tout. Donc, j'ai essayé de les convaincre. Moi, je suis en train de jouer au basket pour vous. La vie aujourd'hui, pour nous, c'est pas facile. J'essaie de faire quelque chose qui peut nous aider dans le futur. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi jouer. Je vous jure, je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. Je suis vraiment sérieuse, j'aime bien le sport et je pense que je peux vraiment y arriver. Mais ils ne m'ont pas cru. Donc, du coup, à chaque fois que j'allais au terrain, je savais très bien qu'au retour, ça allait se faire.